Et si notre quête d'une solution unique pour les problèmes du monde était en fait notre plus grande faiblesse? Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez contre-intuitive. Pour survivre à un changement majeur, la diversité, ce n'est pas juste une option, c'est peut-être la seule stratégie viable. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, commençons par la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Une question qui, vous allez voir, vient bousculer pas mal de nos certitudes. Oubliez les petits ajustements, les réformes à la marge. Non, là, on parle d'un bouleversement total des règles du jeu. Le vrai défi, au fond, c'est pas tant de réussir à s'adapter une fois pour toutes, c'est surtout de préserver notre capacité à nous adapter encore et encore. La source qu'on analyse aujourd'hui utilise un terme très fort pour décrire une crise comme le changement climatique. Ce n'est pas juste un problème, non, c'est un changement de régime. Autrement dit, les règles du jeu ont changé et nous on continue de jouer comme si de rien n'était. Et ce changement de régime, il touche au cœur même de notre société, à ce qu'on pourrait appeler son métabolisme. Pensez-y une seconde. Comment on se nourrit, comment on se chauffe, comment on se déplace, bref, tous les processus vitaux qui nous font tourner au quotidien. C'est tout ça qui est en jeu. Face à un problème qui est mondial, notre premier réflexe est assez simple. Chercher une solution mondiale. Ça semble logique, non? Eh bien, c'est peut-être pas si simple que ça. La logique, elle a l'air implacable, hein. Le problème est global, donc il faut une gouvernance globale. Et donc il faut des solutions uniformes pour tout le monde. Sauf que, c'est précisément dans cette chaîne de raisonnement, en apparence si parfaite, que se cache une erreur fondamentale. L'erreur, la voici. On confond l'échelle du problème avec l'échelle de la solution. On part du principe que puisque le problème vient d'en haut, la solution doit aussi venir d'en haut. Mais et si c'était tout le contraire? Cette logique unifiée, en fait, elle nous mène tout droit dans un piège. Et pour bien le comprendre, il n'y a rien de mieux qu'une analogie qui vient de l'agriculture, celle de la monoculture. Imaginez un champ de maïs à perte de vue. C'est ça, la monoculture. C'est hyper efficace, un rendement maximum, tant que les conditions sont stables. Mais au moindre choc, une maladie, une sécheresse, tout s'effondre. C'est extrêmement fragile. À l'inverse, pensez à une forêt, pleine d'espèces différentes. C'est la biodiversité. Moins optimisée peut-être, mais beaucoup plus résiliente grâce à la variété. Et voilà l'idée choc de cette analyse. Notre civilisation mondiale, avec ses standards, son interconnexion à tous les niveaux, eh bien ce n'est rien d'autre qu'une gigantesque monoculture, avec toute la fragilité que ça implique. En cherchant l'efficacité à tout prix, en standardisant tous nos systèmes, de nos chaînes logistiques à nos marchés financiers, on a créé sans le vouloir des points de rupture uniques. Le système est peut-être très performant, oui, mais il est devenu fragile comme du verre. Bon, d'accord, si la monoculture est un piège, c'est quoi l'alternative? Comment on fait pour construire cette fameuse résilience? Eh bien là voilà l'alternative. Il faut commencer à voir la diversité non plus comme un bug, un désordre à corriger, mais au contraire comme la caractéristique centrale d'un système résilient. C'est notre meilleure assurance vie contre le chaos. Et attention, cette diversité, ce n'est pas qu'un concept abstrait. Ça peut s'appliquer à tous les niveaux. Au niveau technique, par exemple, en combinant low-tech et high-tech. Au niveau économique, en faisant coexister des marchés mondiaux avec des monnaies locales. Pareil pour le social, des mégapoles, oui, mais aussi des réseaux ruraux forts. Et ça va même jusqu'à nos valeurs, en explorant différentes visions de ce qu'est le progrès. Le point crucial ici, c'est de voir chacune de ces approches comme une expérience en direct, un prototype de civilisation qu'on teste face à la réalité. La logique derrière est simple. Comme personne ne sait ce qui marchera demain, la stratégie la plus intelligente, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Chaque approche est une option pour le futur. Il faut en préserver le plus possible. Mais l'argument ne s'arrête pas là, il va encore plus loin. Il suggère que le problème n'est pas seulement stratégique. C'est peut-être un échec dans notre façon même de définir ce que veut dire être intelligent. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'intelligence calculatrice, celle qui se base sur des modèles abstraits, l'optimisation, la gestion globale vue de très haut. Et de l'autre, on a l'intelligence située, celle qui vient de l'expérience, du terrain, de l'adaptation au jour le jour, du savoir-faire local. Le gros problème, c'est qu'un modèle de gouvernance globale, qui vient d'en haut, a systématiquement tendance à dévaloriser, voire à écraser, cette intelligence située. Il remplace le jugement et l'adaptation par la simple conformité. Et en faisant ça, on perd quelque chose d'absolument immense. Mais alors pourquoi est-ce qu'on accepte si facilement cette logique qui semble si bancale? Il y a plusieurs raisons puissantes. La fatigue cognitive, d'abord, la réalité est si complexe qu'on préfère déléguer. Il y a aussi un effet de moralisation. Celui qui doute du consensus est vite qualifié d'irresponsable. La pression à la conformité joue aussi un grand rôle. Et puis, il faut l'avouer, il y a le confort matériel qui anesthésie un peu et rend l'absurdité du système supportable. Au final, on pourrait dire que cette approche de gouvernance globale est parfaitement conçue, mais pour un monde qui n'existe déjà plus. Un monde stable, un monde prévisible, le monde d'hier, en somme. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
La leçon essentielle, elle est là. La diversification de nos modes de vie, de nos sociétés, de nos cultures, ce n'est pas un luxe moral, une option sympathique. C'est une nécessité pure et simple. Une nécessité évolutive. Et ça change complètement la perspective. La vraie question, ce n'est plus quelle est la meilleure solution. C'est plutôt comment faire pour maintenir et cultiver un écosystème de solutions vivantes. Un terreau fertile où des milliers d'approches peuvent naître, évoluer et coexister. La résilience, elle est à ce prix.